Monsieur le ministre, cher Jean-Marc, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chef d'état-major des armées, cher général De Villiers, Monsieur le délégué général pour l'armement, cher Laurent, Monsieur le secrétaire général pour l'administration, cher Jean-Paul Baudin, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, militaires de tous les services et personnels civils de la défense, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis heureux d'être parmi vous, heureux et fier du lien profond qui nous unit. Cette année encore, j'ai la joie de vous adresser mes vœux et je mesure avec une émotion particulièrement grande ce soir le privilège d'être à la tête depuis 5 ans d'hommes et de femmes absolument dévoués à la mission que les Français leur confient. Mes chers amis de la communauté de défense, que d'événements nous avons vécus cette année 2016. Que de défis nous avons relevés au plus proche de nos concitoyens comme à des milliers de kilomètres, là où les hommes et les femmes de la défense sont engagés au nom de la République. C'est d'abord à eux que je pense ce soir. Partout où ils sont déployés, ils emportent avec eux une part de la France. Civils et militaires, que vous œuvriez sur le terrain ou dans les bases arrières, en état-major ou en administration, parfois dans l'ombre, c'est ensemble que vous contribuez, chacun à votre poste, au succès des armes de la France. Nous avons changé d'époque et l'année 2016 a confirmé l'image d'un monde bouleversé, cette image que nous tracions déjà dès 2013, au moment du Livre blanc, en pointant les dangers nés de l'affaiblissement de certains États, la menace terroriste, et celle du retour de stratégies de puissance en Asie et aux lisières de l'Europe. Cette modification en profondeur de notre environnement stratégique a des conséquences majeures pour notre communauté de défense dans son ensemble et pour la nation tout entière. Et nos compatriotes savent que la défense est le garant de notre souveraineté dans un contexte d'incertitude stratégique, marqué aussi par la décision de notre allié britannique de sortir de l'Union européenne et par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et face au bouleversement de l'année 2016, une fois encore, les regards de la nation, mais aussi ceux de nos alliés et de nos partenaires, se sont tournés vers nous. Je pense bien sûr à notre lutte contre la menace terroriste. En 2016, notre pays a de nouveau été meurtri par des attaques aux conséquences dramatiques. Cette année, notre engagement opérationnel au Sahel et au Levant a mobilisé près de 10 000 hommes dans le cadre des opérations Chamal et Barkhane. Pour vaincre Daesh au Levant, nous avons encore intensifié notre engagement au sein de la coalition en renforçant les bases de l'armée de l'air par le déploiement à 2 reprises du groupe aéronaval et en déployant notre artillerie en appui des opérations au sol pour la reprise de Mossoul. Et à l'heure où se déroule cette bataille cruciale, la France, grâce à vous, est engagée avec détermination dans ce combat. Elle le restera, non seulement jusqu'à la reprise de Mossoul, mais jusqu'à la chute de Raqqa en Syrie. C'est pourquoi, sur le plan opérationnel, la nouvelle année qui commence annonce tout aussi exigeante que celle qui s'achève. Et dans ce combat encore long et difficile, je sais pouvoir compter sur les hommes et les femmes de l'opération Chamal pour accompagner nos alliés jusqu'à la victoire. De même, au contact de l'opération Barkhane, il y a encore quelques jours avec le Président de la République, j'ai constaté à maintes reprises l'immensité des défis que relèvent au jour le jour 4 000 d'entre vous. Votre engagement en 2016 a permis, là encore, de contenir une menace terroriste diffuse, recourant à des actions de guérilla et à l'emploi d'engins explosifs improvisés. Sur ce théâtre également, l'année 2017 sera décisive.
aux confins du désert, vous écrivez depuis 2013 une page glorieuse de notre histoire militaire. Ce combat et cette détermination, je vous exhorte à les poursuivre demain. Dans les moments difficiles, notre communauté est animée par une fraternité remarquable. Cette année encore, nous avons payé le prix de cet engagement. Cette année encore, des soldats, nos soldats, ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre la France et protéger les Français. Je pense à Michael Possing, Damien Noblet, Michael Chauvin et Fabien Jacques, tous les 4 morts pour la France au Mali. Je pense également à nos 6 agents de renseignement. La clandestinité de leurs actions ne doit pas conduire à l'oubli. Je pense à Alain Nicolas du GIGN, tué lors d'une intervention. Mes pensées se tournent vers leurs camarades, leurs familles endeuillées, à qui je veux à nouveau exprimer ma profonde compassion et témoigner du soutien de la nation tout entière. Leur sacrifice nous oblige. Il nous fait un devoir de poursuivre la mission pour laquelle ils ont donné leur vie. J'ai également une pensée particulière pour ceux de vos camarades qui ont été blessés dans leur chair ou dans leur esprit, dans les durs combats qu'ils ont menés pour la France. À chacun d'eux, j'adresse mes vœux de rétablissement. Je pense également à leurs familles qui les entourent dans cette épreuve. À tous, je veux dire que la nation à laquelle ils ont tant donné se tient et se tiendra toujours à leur côté. Je connais le dévouement du service de santé des armées et de toutes celles et ceux qui, au sein de notre communauté, les accompagnent, les cellules d'aide aux blessés, les aumôniers, leurs camarades d'unité. Pour que perdure l'excellence du soutien médical, je veille en particulier avec attention à l'ancrage des hôpitaux militaires dans leur territoire de santé, ainsi qu'à la consolidation du soutien de proximité des forces armées. Je tiens également à cet instant à rendre hommage aux victimes de l'attentat survenu hier à Gao. Cette attaque vise très précisément à saper nos efforts communs pour la paix au Mali. Et dans la lutte contre les groupes terroristes, nos partenaires payent là le prix du sang et nous en sommes solidaires dans l'épreuve. Au total, près de 30 000 hommes et femmes de la défense sont déployés sur l'ensemble du globe pour garantir notre sécurité et notre souveraineté. Ce sont les missions permanentes de défense de notre territoire, en métropole ou dans les Outre-mer. C'est aussi notre engagement pour la sécurité en Méditerranée et au large de l'Afrique. C'est notre participation aux mesures de réassurance de l'OTAN dans le ciel lituanien et bientôt en Estonie. Ce sont les composantes aériennes et océaniques de notre dissuasion nucléaire. Ce sont vos camarades présents au sein des opérations internationales, la FINUL, la MINUSMA et tant d'autres. Je veux aussi rendre hommage aux soldats de l'opération Sangaris en République centrafricaine, dont j'ai annoncé la fermeture en novembre dernier, après 2 ans d'engagement. Le bilan de cette opération est remarquable. Elle a permis d'éviter que la République centrafricaine ne s'enfonce dans un cycle de massacres. Elle a permis de stabiliser le pays, ouvert la voie à une mission des Nations Unies et à des missions de l'Union européenne. Elle a permis le succès des élections présidentielles et législatives. Et sur ce théâtre vraiment très éprouvant, nos armées ont fait honneur aux valeurs de la République et à l'engagement de la France au service de la paix. Partout, votre dévouement et votre efficacité font la fierté de la nation et contribuent de façon majeure à la puissance de notre pays, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la position est attendue dans le monde. Le contexte lourd de menaces que je viens d'évoquer nous impose une vigilance constante. C'est mon rôle depuis ma prise de fonction et je l'assumerai jusqu'au dernier jour de mon mandat. À l'extérieur comme à l'intérieur, notamment face à une menace terroriste qui se joue des frontières, la défense poursuivra sa mission de protection de la nation. C'est tout l'enjeu de l'opération Sentinelle, avec la réactivité, la flexibilité et la protection qu'elle apporte partout où elle est engagée. Cette opération est nécessaire, elle est d'ailleurs plébiscitée par nos concitoyens. L'année 2016 a également été marquée par la création de la Garde nationale.
qui consacre la politique de relance et de rénovation des réserves militaires que nous avions initiée dès 2013. La montée en puissance a débuté vers l'objectif ambitieux que nous a fixé le Président de la République, 40 000 réservistes au ministère de la Défense en 2018, dont 4 000 déployés quotidiennement. Je ne peux terminer ce tour d'horizon sur les opérations sans évoquer le formidable travail d'anticipation réalisé par nos services de renseignement, l'action de nos agents de l'ombre, la coopération renforcée entre services aura permis, cette année encore, de déjouer de nombreuses tentatives d'attentats. Ainsi, en 2016, les opérations ont été à nouveau au cœur de notre action. Un tel engagement ne pouvait aller sans l'octroi de moyens adaptés, et d'abord en matière budgétaire. Les ressources supplémentaires prévues en 2016 ont été consommées et en 2017, ce sont encore 6 millions de plus que prévoit la loi de finances initiale. C'est le signe de l'engagement de la Nation à nos côtés. Et je tiens à saluer le travail des parlementaires des commissions de la Défense du Sénat et de l'Assemblée nationale. Par leur mobilisation, ils ont contribué avec efficacité à ce qu'un consensus national se fasse autour d'un effort de défense à la hauteur de nos engagements opérationnels. Concernant les effectifs de nos forces, lors du Conseil de défense d'avril 2016, le Président de la République a acté la sauvegarde de 10 000 postes sur la période 2017-2019, qui s'ajoute aux 18 750 déjà préservés lors de l'actualisation de la loi de programmation militaire en juillet 2015, soit un total de 28 750 postes supplémentaires par rapport aux prévisions initiales de la LPM. En un mot, c'est la fin d'un cycle de déflation d'effectifs. Déflation d'effectifs qui seront redéployés au profit des unités opérationnelles, avec notamment l'augmentation de la flotte, l'augmentation des soutiens, du renseignement et de la cyberdéfense. Nous avons changé d'époque et 2016 aura été marqué par le passage d'une culture de la déflation à une culture de l'adaptation au sein du ministère. Cet effort de défense a également concerné notre industrie et l'équipement de nos forces. Le budget 2017 confirme cette dynamique avec plus de 17 milliards d'euros qui y sont consacrés, progression significative par rapport aux années antérieures. Et depuis que la LPM a été votée, plusieurs programmes nouveaux majeurs ont été engagés, indispensables à l'efficacité opérationnelle de nos forces. Je ne vais pas tous les citer, du programme Scorpion pour l'armée de terre à l'acquisition de drones Reaper, des C-130J pour le domaine aérien, de l'accélération du programme des frégates de taille intermédiaire, des B2M. Bref, ces exemples montrent, ils sont un peu emblématiques, mais ils montrent l'engagement et le renforcement de notre défense. Et puis il y a le programme cyber, devenu un domaine de confrontation à part entière, mais vous le constatez, l'actualité ne fait que nous le rappeler. La cyberdéfense est une affaire d'innovation et de compétences techniques de haut niveau, et la construction du centre Louis Pouzin à Bru, que j'ai inauguré au mois de décembre, marque une nouvelle étape dans la montée en puissance de cette capacité majeure en créant le cœur technologique de notre effort cyber. Et la constitution d'un réseau d'instituts, d'écoles et de services ministériels autour du pôle d'excellence de Rennes assurera la formation des 2600 combattants numériques qu'il nous faudra recruter d'ici 2019. Et l'effort de recherche et de développement indispensable sera coordonné et permettra, je pense, le succès de l'arme cyber pour la France. Cette année, nous avons également poursuivi la consolidation des filières industrielles avec la fusion de Nexter et de KMW. Nous avons entamé, par ce biais, un mouvement historique de rapprochement de l'Allemagne et de la France dans les armements terrestres. Notre effort de construction d'une industrie européenne a aussi rencontré un succès majeur avec la constitution, dans le domaine des missiles, de One Complex Weapons, ou One MBDA, c'est-à-dire en fait la constitution d'un pôle franco-britannique unique dans ce domaine. En 2016, nous avons connu de nouveaux succès à l'exportation. Je pense au Rafale,
Je pense à la conclusion du plus grand contrat de l'histoire de l'export français avec l'Australie. Ce sont les succès de l'industrie d'armement, industrie formidablement dynamique et innovante. Ce sont les succès des hommes et des femmes de la Direction générale de l'armement, qui guident et conduisent dans l'excellence. Ce sont les succès de la méthode d'une équipe France, solidaire et désireuse de gagner. Et en 2015, vous vous rappelez, nous avions réalisé le chiffre historique de 17 milliards d'euros d'exportation. En 2015, pour 2016, le bilan n'est pas encore consolidé, mais je peux vous annoncer que grâce en particulier au contrat australien, nous avons atteint un nouveau sommet avec plus de 20 milliards d'euros de prise de commande. Et cette équipe, notre équipe, votre équipe, a créé du coup des dizaines de milliers d'emplois en France et continue en même temps à garantir l'autonomie stratégique et l'indépendance de notre pays. L'engagement massif et durable de nos armées à l'étranger et sur le territoire national ne pouvait aller sans une meilleure reconnaissance des fortes obligations qui pèsent sur les militaires. Et dans ce domaine, l'année 2016 aura été riche en décisions majeures, à travers le plan d'amélioration de la condition du personnel que j'ai présenté en juin, puis les décisions prises au lendemain de l'attentat de Nice et très récemment les mesures complémentaires annoncées par le Président de la République devant le CSFM le 25 novembre dernier. Il en résulte un plan pluriannuel de revalorisation de la condition militaire qui permet tout d'abord de mieux compenser la suractivité. Ce plan permet également d'attirer et de fidéliser les compétences dont nos forces ont besoin à travers des incitations spécifiques pour valoriser les savoir-faire de haute technicité et les métiers en tension au sein de nos armées. Ce plan, en outre, concrétise la mise en œuvre en équité pour les militaires des mesures interministérielles prévues pour l'ensemble des agents de l'État, qu'il s'agisse de la revalorisation du point de la fonction publique ou qu'il s'agisse de la transposition du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. C'était une nécessité, ça paraît une évidence, encore fallait-il la mettre en œuvre. Au-delà des compensations financières, ce plan de revalorisation de la fonction militaire comporte aussi des mesures en faveur de l'accompagnement des familles comme de l'amélioration des conditions de vie et de travail. En 2017, s'ouvre un chapitre nouveau et important de la concertation militaire avec la transformation profonde du Conseil supérieur de la fonction militaire que j'ai eu le plaisir d'installer dans ses fonctions il y a 2 semaines. Resserré, professionnalisé et désormais permanent, le CSFM a vu ses attributions élargies, il a été profondément transformé pour devenir plus efficace, plus réactif et pour faire face à ses nouvelles responsabilités. Et cette nouvelle instance est également prête à accueillir les associations professionnelles nationales de militaires, les APNM, dès lors que certaines d'entre elles deviendront représentatives. Je n'oublie pas bien sûr les personnels civils de la défense, qui sont mobilisés avec un engagement exceptionnel en soutien de nos armées. Il nous faut garantir la pérennité de leurs compétences et valoriser au sein du ministère leur rôle indispensable et complémentaire de celui des militaires. C'est la raison pour laquelle j'ai mené à bien, non sans mal, la rénovation du statut des ouvriers de l'État dans le cadre d'une discussion associant l'ensemble des organisations syndicales. Au lieu d'être mis en extinction, comme beaucoup, un peu partout, le souhaitaient, ce statut indispensable a de nouveau un avenir. C'est aussi dans ce cadre que je souhaite que les travaux sur la complémentarité entre personnel civil et militaire se poursuivent pour que, avant le mois d'avril, le plan d'action pour 2018-2019 me soit présenté. Je tiens à dire aussi à ce moment un mot sur le système louvois, pour vous confier ce qui sera l'un de mes regrets, ne pas être là en janvier 2018, lorsque le nouveau système source-sol sera officiellement lancé et commencera à mettre fin à ce scandale administratif et humain. C'est avec soulagement que je vois le règlement de la question se profiler enfin. Et je tiens à remercier tous les services de la DGA et du Secrétariat général pour l'administration, en lien avec les états-majors
et le service du commissariat des armées qui travaille d'arrache-pied, je le sais, pour concrétiser cet objectif, comme il travaille d'ailleurs sans relâche à la modernisation du ministère afin de répondre au mieux aux priorités que j'ai définies, notamment concernant le soutien à nos forces armées. Mesdames et messieurs, la défense nationale repose sur une communauté humaine extraordinaire par sa richesse et par la diversité de ses compétences. Que vous soyez militaire ou civil, que vous apparteniez aux armées ou au service du ministère, plus largement que vous releviez du monde industriel, associatif, académique, tous ici, vous êtes des acteurs d'un même collectif au service des intérêts de la France. Soudés par les combats que nous menons ensemble, notre communauté est un véritable creuset de la République. Ce qui nous lie, c'est la mémoire des engagements de la France dans l'histoire, que les associations du monde combattant entretiennent d'ailleurs avec fidélité. Et à cet égard, l'année 2016 a été une étape importante dans le cycle des commémorations du premier conflit mondial. 2017 le sera également. Et je tiens à saluer toutes celles et ceux, à commencer par la mission du centenaire, qui s'investissent pour la réussite de ces cérémonies. Et je tiens aussi ici à rendre hommage à l'action du secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini. Sa compétence, son engagement et sa complicité sont vraiment précieux pour moi-même et aussi pour la communauté de défense. Ce qui nous rassemble, c'est également un patrimoine, une culture de défense qui s'étend de nos musées à la création contemporaine. Elle marque là encore la force de notre identité, aussi consciente de son histoire que soucieuse de modernité. Le musée de la Marine, qui nous accueille aujourd'hui, en est le symbole. Il s'engagera bientôt dans d'importants travaux pour lier notre histoire navale aux défis du XXIe siècle et à l'ambition maritime de notre pays. Je salue avec chaleur et amitié son président, son directeur général et tout le conseil d'administration. Et nous ne sommes pas au musée de la Marine par hasard. J'avais convenu tout à l'heure, en lui téléphonant ce matin à Armel Lecléache, qu'il fallait qu'il arrive avant les vœux. Il l'a fait et je tiens ici à saluer sa victoire magnifique. Ce qui nous rassemble, c'est aussi un projet commun en direction de l'avenir. Et je pense ici à l'action majeure de notre ministère pour la jeunesse de notre pays. Face à l'adversité, de nombreux jeunes réagissent et demandent à mieux connaître le monde de la défense. C'est notre responsabilité de répondre à leurs demandes d'engagement, eux qui portent l'avenir de la France. La direction du service national de la jeunesse, dont j'ai annoncé la création en mai dernier, devra coordonner l'action du ministère dans ce domaine. Et à ce propos, je tiens à mentionner le service militaire volontaire. Il y a plus d'un an, nous nous étions fixé un objectif ambitieux, celui de former 1000 jeunes dans le cadre d'une véritable préparation militaire à l'emploi, on peut l'intituler comme cela. Et depuis, l'expérimentation a fait ses preuves avec un taux d'insertion remarquable. Et fort de ce retour d'expérience, le SMV rentre dans une nouvelle phase et j'ai souhaité notamment que la Marine et l'Armée de l'air puissent chacune mettre en œuvre un centre SMV d'ici la fin de l'année 2017 afin de capitaliser sur les premiers résultats très positifs de l'armée de terre. C'est là une preuve éclatante de l'engagement de nos armées au profit de la jeunesse de France. La communauté de défense se reconnaît aussi dans des valeurs de courage, de dépassement, de cohésion. Ces idéaux, l'armée des champions a pu les porter cet été sur les plus hautes marches des podiums olympiques et paralympiques à Rio. La combativité, l'esprit de conquête de nos sportifs de haut niveau forcent l'admiration. Aujourd'hui, la communauté de défense est en première ligne. Depuis 5 ans, nous n'avons cessé d'œuvrer afin de pouvoir répondre aux défis présents et à venir. Nos valeurs, notre dynamisme, l'identité forte de notre institution, tout cela nous donne une véritable capacité d'entraînement de la société tout entière. C'est cela l'esprit de défense, dans lequel se reconnaissent aujourd'hui tant de nos concitoyens. Et dans le contexte incertain que j'ai rappelé,
les forces vives de la nation ont rendez-vous avec la défense. L'idéal républicain, la cohésion nationale en ont besoin. Et l'environnement stratégique actuel confère à notre ministère une place nouvelle peut-être depuis des décennies, mais une place centrale à coup sûr. L'intensité de votre engagement, de notre engagement, l'illustre de manière exemplaire, comme le lien retrouvé et renforcé des Français avec leurs armées. Chers amis, je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai rencontré des hommes et des femmes formidables. J'ai pu donner plus de force à ma passion de servir. J'ai partagé avec vous des drames. J'ai partagé aussi avec vous beaucoup de grandes joies. Et ce fut pour moi une expérience personnelle exceptionnelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2017 et à titre plus personnel, j'adresse à chacun d'entre vous mes vœux de réussite et d'épanouissement. Vive la République, vive la France.